Et mon invité est à présent dans ce studio, François-Xavier en ligne. Bonsoir à vous, monsieur Irénée Agossa. Bonsoir, Madame Tobola. Merci de nous rejoindre ce vendredi. L'idée d'un dialogue politique permanent est cruciale pour la stabilité et le développement de toute nation, surtout dans un contexte de pluralisme où les voix et les intérêts sont divergents. Au-delà d'une simple rencontre ponctuelle, il s'agit d'instaurer un mécanisme continu permettant la représentation nationale et la recherche de consensus, mais comment concilier les diverses aspirations, surmonter les obstacles inhérents aux dynamiques politiques et relever les défis propres au pays en développement. Ce questionnaire, mesdames et messieurs, va nous permettre d'explorer les enjeux et les mécanismes d'un tel dialogue, et c'est à ces questions que veut répondre ce soir monsieur Irénée Agossa. Merci à nouveau d'être avec nous. Notre thématique du jour, c'est représentation nationale, nécessité d'un dialogue politique permanent. Alors, monsieur Agossa, dans notre contexte de pluralisme politique, pourquoi un dialogue politique permanent est-il nécessaire? Merci, Madame Tobola. Le dialogue politique est essentiel dans le processus démocratique. Nous ne pouvons pas maintenir l'équilibre politique et l'équilibre démocratique sans un dialogue politique. Et ici, le cadre dans lequel ce dialogue va être mené est bien indiqué. Il s'agit du Parlement, de la représentation nationale. Et ce dialogue est mené dans un contexte de pays où nous sommes dans l'état de droit. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit est plus un cadre juridique, et n'est pas un cadre, bien sûr, idéologique et encore moins un cadre personnalisé. Donc, ce dialogue est indispensable parce que, par ce dialogue, la représentation nationale, ceux qui sont élus par le peuple, débattent, négocient et prennent les décisions sur les lois. Et il élabore la politique publique, donc essaie de mettre en place tout ce dont on a besoin dans le cadre de la résolution des problèmes des populations. Et ça se fait dans le cadre d'un dialogue politique permanent. Il faut que ça soit permanent pour que les populations se sentent satisfaites. Ce dialogue permet aussi d'avoir la garantie, bien sûr, d'une stabilité démocratique. Donc, la stabilité démocratique dépend de ce dialogue, de la paix sociale et de la cohésion nationale. Si nous n'avons pas ce dialogue, il est difficile d'atteindre ces objectifs. Ce dialogue permet, bien sûr, d'instaurer la confiance entre les élus et ceux qui les ont élus, c'est-à-dire la confiance citoyenne. Ça permet de prévenir les conflits et les crises politiques et autres, pour faire en sorte que le vote dans le pays se passe dans de très bonnes conditions. Donc, cela garantit la participation équilibrée ou équitable pour d'autres, bien sûr, de tout ce qui a comme courant politique dans la prise des décisions importantes pour le pays. Ce dialogue est aussi indispensable pour que nous puissions mettre en dehors du Parlement tout ce qui concerne le populisme et, bien sûr, l'autoritarisme. Donc, cela permet d'éloigner, bien sûr, le Parlement de ces fléaux qui, en fait, ne permettent pas d'améliorer la qualité des décisions. Ici, l'exemple que nous pouvons donner dans le cadre de ce dialogue politique qui est nécessaire, c'est l'exemple du code électoral. Les différentes couches sont là, les différentes tendances sont au Parlement, élus bien sûr par le peuple, parce qu'il faut le dire que c'est la démocratie représentative, et ceux-là ont débattu du code, ce qui doit gérer les élections prochaines, et ce code a été adopté. Ceux qui ne sont pas d'accord dans la procédure ont saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a validé ce code et il a été promulgué. Donc, les problèmes que le code doit résoudre sont des problèmes qui sont liés, bien sûr, aux besoins des populations. Donc, ce code a fait en sorte que nous ne pouvons plus rester dans le cadre des partis régionaux, des partis ethnisés. Il faut que nous soyons plus dans des partis plus larges et qui vont plus s'occuper
des problèmes des populations. C'est-à-dire qu'un parti politique ne peut pas venir parler que de sa circonscription électorale et avoir que les députés de cette circonscription et venir en débattre au Parlement. Donc, il doit pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire national et poser les véritables problèmes que vivent les populations au niveau national, et bien sûr en revenant aussi au niveau de la circonscription et partir même au niveau communal, mais de façon nationale. Il ne peut pas rester dans leur coin seulement et venir débattre de ce problème et rester dans le clientélisme politique. Ça, c'est fini. Le code électoral est l'exemple même d'un dialogue qui a conduit, bien sûr, à l'élaboration d'une loi qui doit nous permettre d'avoir une élection apaisée. Alors, vous dites que le dialogue, il est nécessaire, mais comment le maintenir? Si on arrive déjà à l'instaurer, comment maintenir ce dialogue, M. Irénée Aguessa? D'abord, il faut dire que le dialogue doit être permanent. Le cadre parlementaire est un cadre qui est indiqué pour que le dialogue soit permanent. On n'attend pas la crise pour pouvoir instaurer le dialogue. Les députés sont élus pour pouvoir parlementer, c'est-à-dire discuter des problèmes du pays. Et l'objectif qui est fixé ici, c'est un objectif lié à la résolution des problèmes qu'ont posés les populations à travers les élections. Donc, les problèmes qui ont été posés, chacun a pris son temps pour proposer des solutions et les populations ont élu alors les députés selon les programmes d'action et ceux-là sont au Parlement. Donc, il faut que le dialogue soit permanent. Donc, pour maintenir ce dialogue, il faut respecter le cadre institutionnel. Il faut que les députés reconnaissent qu'ils sont venus là pour régler les problèmes. L'objectif ici, c'est la résolution des problèmes. Et non venir pour régler des comptes. Ce n'est pas ça. Le rendez-vous n'est pas donné au Parlement pour régler des comptes. Le rendez-vous n'est pas donné au Parlement pour qu'on soit dans une minorité et poser les problèmes de cette minorité. Non. Le Parlement est fait pour qu'on fasse les débats et pour qu'il y ait un dialogue. Donc, il faut un respect mutuel. Une théorie, M. Non, c'est un respect mutuel. Dans la pratique, c'est pas ce qu'il fait. C'est parce que dans la pratique, ça ne marche pas que vous posez d'ailleurs la question et qu'il faut faire en sorte que ça marche et c'est pourquoi il y a les réformes. Nous ne pouvons pas continuer à faire en sorte que le Parlement soit un cadre de règlement de comptes et régler les problèmes des populations. Donc, il faut se respecter mutuellement. Il faut cette volonté politique sincère de chaque groupe pour que chaque groupe puisse s'inscrire dans le camp où il appartient. Si vous êtes de l'opposition, vous vous inscrivez légalement dans le cadre de l'opposition. Parce qu'au Parlement, c'est les minorités qui sont reconnues et la majorité. Mais si une minorité ne se déclare pas de l'opposition, alors c'est sa responsabilité. La majorité est déjà du côté du gouvernement. La minorité se déclare de l'opposition. Et pour maintenir ce dialogue, il faut que cette opposition soit reconnue. L'opposition est reconnue dans notre pays, il y a un statut de l'opposition respecté. Et il faut que la volonté politique soit là et qu'on ait une volonté de partager le pouvoir institutionnellement. Ce qui se fait dans notre pays. Si vous voyez le cas du Conseil économique et social, il y a un partage institutionnel. Si vous voyez au niveau du Parlement, les commissions, il y a un partage institutionnel. Si vous prenez le bureau du Parlement, il y a un partage institutionnel. Et si vous voyez au niveau, bien sûr, des commissions, et qui doivent intervenir au niveau des instances auxquelles appartient notre pays sur le plan sous-régional, régional et international, on prend en compte, bien sûr, la minorité. Une minorité aujourd'hui qui est une minorité de l'opposition, déclarée de l'opposition. Donc, c'est important de mettre l'accent là-dessus. Si nous voulons, bien sûr, que ça aille plus loin, il y a dans d'autres pays comme la France, la commission des finances est toujours gérée par un membre de parti de l'opposition, mais le plus grand parti de l'opposition. Et ça, c'est dans le dialogue. Cela n'a pas été imposé d'une manière ou d'une autre. C'est une culture et que ça a été adopté pour permettre le dialogue. Nous pensons que le Parlement peut encore ouvrir ses portes à d'autres. Comme ça se fait quand il s'agit des commissions et autres, des travaux, ils le font. La loi sur les chefferies. Le Parlement a fait appel à d'autres experts. Et ceux-là ont permis de poser
bien sûr, le problème, de faire des propositions, ça a été débattu et ça a été voté. Donc, on peut ouvrir, bien sûr, cette vanne au niveau de la société civile et au niveau des techniciens, des spécialistes. Donc, pour maintenir cette confiance à travers le dialogue, donc, il faut respecter l'institution. Il faut faire en sorte que l'institution soit respectée et que les députés se retrouvent en permanence dans leur rôle. Alors, pourquoi dans la pratique, on a l'impression qu'il y a une entrave à ce dialogue politique, M. Irénée Agossa? Le système dans lequel nous étions et qui a produit ces députés était un système même qui constitue l'entrave. Le système où il y avait une division au sein des partis, où les partis n'étaient pas bien sûr des partis nationaux, etc. et où nous n'avons pas totalement encore finalisé la réforme du système partisan, a conduit bien sûr à des blocages au niveau de la mise en place de ce dialogue permanent. Donc, il est clair aujourd'hui que le climat de méfiance continue. Le climat de méfiance continue entre la minorité de l'opposition et la majorité soutenant l'action du président. Donc, il y a ce climat de méfiance. De ce climat de méfiance, on s'est isolé et chacun s'est replié dans son camp et on n'a plus les députés qui sont assis l'un à côté de l'autre, mais plutôt nous avons des camps qui se font face et qui veulent se rendre des coups. Donc, et c'est ça ce qui empêche bien sûr la mise en place de ce dialogue permanent. Donc, il y a le dénigrement en permanence de l'institution, la remise en cause, bien sûr, de l'institution, des décisions prises par l'institution. Et on en avait parlé ici la fois dernière. Donc, il y a un refus total de valoriser le rôle du représentant du peuple, qu'est le député. Donc, il faut valoriser ce rôle-là à travers le comportement de chacun au sein de l'institution. Il y a l'hyper-personnalisation. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le cadre du respect de l'état de droit, il faut constater que l'état de droit est un cadre juridique. Et que ici, que ça n'a rien à faire avec un cadre idéologique et encore moins avec un cadre personnalisé. Nous sommes encore ici, malheureusement, à l'étape d'un cadre personnalisé. Donc, ici, les gens se font le débat sur la base des personnes. Ils sont dans le concept même des personnes. Ils ne veulent pas aller plus loin. Et ça, je parle de la minorité, bien sûr, de l'opposition. Nous avons fait l'effort d'aller plus loin. Nous avons fait l'effort d'aller plus loin. Nous ne sommes plus dans le cadre d'un parti d'eux. Nous sommes dans le cadre d'un parti de telle vision, un parti de telle orientation idéologique, d'un parti fondé sur tel programme d'action. Est-ce que c'est ça qui empêche le dialogue? C'est ça qui empêche, dès que vous venez et que vous avez mis en place un cadre personnalisé, alors vous n'avez plus pour objectif de résoudre les problèmes des populations. Donc, puisque vous ne voulez plus résoudre les problèmes des populations, vous voulez qu'on défende les intérêts d'un individu. Vous voulez un clientélisme politique. Vous voulez des compromissions au Parlement. Vous ne voulez plus que nous aboutissions à des compromis. Vous remettez en cause tout ce qui se passe au Parlement. Simplement parce que vous avez tout personnalisé. Et cela, ici, est fondé sur le fait que vous voyez la minorité parlementaire, opposant aujourd'hui les LD, qui font appel au dialogue national. Est-ce que vous ne voyez pas la contradiction? Ils sont dans un cadre bien indiqué pour le dialogue. C'est le Parlement. Et ce dialogue même est et doit être permanent. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas jouer leur rôle. Ils se détachent de ce rôle constitutionnel et ils vont aller à la recherche d'un soi-disant dialogue national qui serait où? Donc, ils remettent en cause tout le processus. Ça, c'est interpeller directement le chef de l'État qui peut convoquer un dialogue national. Ça part au-delà peut-être le chef de l'État ne veut pas convoquer du Parlement. Le chef d'État ne veut pas convoquer un dialogue national. Pourquoi il va convoquer un dialogue national quand les institutions fonctionnent? Il ne va pas convoquer un dialogue national quand les institutions fonctionnent. Nous avons même une institution qui s'occupe même de la préparation des dialogues. Nous avons des institutions dans ce sens. Nous sommes d'accord. Donc, nous n'avons pas un problème de crise institutionnelle dans le pays pour aller parler d'un dialogue national. Le dialogue est déjà permanent et doit être permanent au Parlement.
Parce que c'est le peuple qui vous a choisi et vous a choisi pour que vous puissiez aller débattre de ces problèmes. Et là-bas, vous n'êtes pas parti pour vous affronter et affronter les camps de Talon, les camps de Humbedi, les camps de Amoussou, le camp de... Non, vous êtes parti en tant que député national et vous allez résoudre les problèmes des populations. Et ceci dans chaque contexte, dans chaque condition, dans chaque domaine. C'est ça ce qui est fait, ce qui est indiqué pour chaque député. Mais quand vous demandez un dialogue national en tant que parti représenté au niveau du Parlement, vous bloquez le dialogue. Vous dites que le dialogue n'existe pas alors au Parlement. Donc, vous ignorez, vous, votre rôle. Vous devez débattre. Si vous n'arrivez pas à faire le dialogue au Parlement, quel dialogue national va vous permettre de faire le débat? Vous n'en aurez pas. Comment on veut choisir les gens pour aller à ce dialogue national? Ici, nous sommes dans une démocratie représentative. Vous avez été choisis pour ça. C'est leur rôle constitutionnel. Le débat permanent au Parlement sur la base d'un dialogue. Donc, cette ouverture, ils n'en font rien. Et vous allez voir qu'à partir de 2026, ce dialogue va s'imposer. Quand nous allons mettre en œuvre la réforme du système partisan, ce dialogue va s'imposer à tout le monde. Parce que dans les partis, il y aura la culture de ce dialogue. Vous ne pouvez pas avoir un parti national sans avoir la possibilité et créer les conditions d'un dialogue permanent au sein de votre parti. Désigner les candidats, les faire élire, les mettre ensemble sur la base d'une vision. C'est sur la base d'un dialogue permanent. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, vous ne pouvez pas me dire ici que le dialogue national est utile dans le contexte de choix que nous avons fait, le choix d'une démocratie représentative et qui se déroule dans un contexte de droit. Donc, c'est ceux-là qui n'ont pas compris du tout ce que nous sommes en train de faire et qui s'opposent à ce qui se fait maintenant. Et c'est ceux-là qui empêchent le dialogue permanent au sein du Parlement. Et pour nos pays en développement, M. Irénée Agassa, quels sont ces défis spécifiques au dialogue dont nous parlons, au dialogue politique évidemment? Oui, il faut absolument que cette volonté politique vienne au niveau du chef de l'État. La volonté politique est au niveau du chef et la sincérité au niveau des différentes parties prenantes. Donc, le chef de l'État, ici, chez nous, dans le cadre du Bénin, manifeste toujours sa volonté pour la mise en œuvre de son programme à travers une cohérence claire, structurante. Lui, il le fait et il respecte déjà le cadre institutionnel. Lui, il respecte le cadre institutionnel. Il incarne bien l'autorité de l'État et il fait en sorte que les institutions fonctionnent normalement. Et là, c'est clair que nous avons ensemble à relever le défi de ce dialogue à travers cette sincérité et cet engagement politique de chaque camp. Chaque camp doit se mettre dans l'esprit que nous voulons absolument le bien-être de nos populations. Et chacun doit s'engager pour les réformes. Si vous proposez, par exemple, autre chose face aux réformes qui doivent nous conduire à ce que le dialogue soit permanent, c'est bon. Mais si vous ne proposez rien en tant que force de l'opposition, on ne peut pas vous suivre et aller dans l'anarchie. On est obligé de vous dire ce qui doit se faire et ce qui se fait dans le cadre légal pour que nous puissions ensemble conduire le pays dans le bon sens et relever, bien sûr, ces défis, qui est le défi du dialogue permanent. Ce dialogue permanent, comme on l'avait dit, mais prévient les crises, intègre tout le monde et faire en sorte que nous ne sommes pas des ennemis, pour faire en sorte que nous soyons des collaborateurs au sein du Parlement. Nous ne pouvons pas nous prendre pour des ennemis et régler les problèmes du pays. Bien. Et ce qui peut le faire, ce qui peut nous permettre de le faire, c'est la réforme actuelle et c'est les différentes réformes. Et ça, nous l'avons enclenché et le chef de l'État a mis toute sa volonté pour que cela soit une réalité. Et aujourd'hui, ça se fait déjà. Et vous pensez que cela permettra justement, on va dire, à concilier les intérêts divergents pour
aboutir à des compromis? Les intérêts sont divergents quand vous êtes dans un objectif où il ne s'agit pas de régler les problèmes des populations. En quoi les intérêts seront divergents si nous sommes tous d'accord que l'objectif, c'est de régler le problème des populations? Que nous sommes arrivés au Parlement pas pour régler des comptes entre nous. Si ce n'est pas ça, alors les intérêts ne sont pas divergents. Nous avons nos intérêts à travers la résolution des problèmes. On veut faire une route d'une commune à une autre et on débat de la mise en place de cette route, du financement de cette route. Est-ce qu'il y a un problème d'intérêts divergents? Nous voulons faire en sorte que notre capacité énergétique augmente et que le pays ait une capacité énergétique capable de relancer l'industrialisation. Est-ce que cela va nous pousser à avoir des intérêts divergents? Non. Nous pouvons bien sûr ne pas avoir les mêmes méthodes, les mêmes démarches. Mais c'est là où il y a le dialogue. Les mêmes démarches. Donc, nous discutons de manière à ce que vous apportez peut être utile, bien sûr, pour la résolution. Nous prenons ça en compte. C'est ça ce qu'on fait au niveau du Parlement à travers les amendements. Donc, les amendements existent toujours. Donc, ce débat ne peut pas conduire à des intérêts divergents quand il s'agit de l'intérêt général du pays. Et le chef de l'État a été clair là-dessus. Il dit, désormais, ce qui va nous permettre d'évoluer, il faut s'éloigner des chamailles inutiles et se contenter directement, aujourd'hui, de l'intérêt national et que les problèmes personnels soient mis à côté et que nous soyons éloignés, bien sûr, des compromissions. Et nous allons résoudre les problèmes des populations comme ça se fait maintenant. Et la réforme va encore accentuer cela et faire en sorte que nous serons plus encore dans la logique de la résolution des problèmes des populations. Alors, s'il est clair que le dialogue est nécessaire pour le maintenir, il y va, on va dire, de l'apport et de la contribution des deux parties, autant de la minorité que de la majorité. Ça, c'est pour conclure sur notre sujet ce soir, M. Irénée Agossa. Oui, le dialogue est important parce que ce dialogue politique est permanent. Il faut dire qu'il faut insister sur le fait que ça soit permanent. Désormais, ça doit être une culture à partir des partis politiques. Tous les partis politiques, et comme nous sommes dans la logique de la réforme, doivent pouvoir poser le problème au sein des partis et en faire un dialogue permanent sur des solutions que nous devons trouver et que le pays soit en paix. Et qui est la cohésion sociale, et qui est l'unité nationale, et que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, nous devons nous engager avec une volonté politique claire à travailler ensemble pour que nous puissions construire un avenir commun. Et ça, c'est pour nous tous. Nous n'avons pas un autre pays. Les Burkinabés ne viendront pas parler des Béninois. Les Maliens ne viendront pas parler des Béninois. C'est nous qui allons parler des Béninois et c'est nous qui allons faire notre effort. Et c'est ce que nous faisons à tout moment au niveau de UP Le Renouveau. Nous instaurons ce dialogue au niveau des structures de base, jusqu'au sommet, de manière à ce que ça soit démocratique. Ce n'est pas au Parlement qu'on apprend à être dans le dialogue permanent. Il faut être déjà habitué à ce dialogue au sein des partis politiques. Donc, cela se fait et nous pensons que cela va continuer de se faire au niveau des autres partis, même ceux qui sont sceptiques. La loi va les obliger à mettre en place ces structures en leur sein et que d'ici 2026, comme je vous ai dit, nous n'aurons, après, bien sûr, les élections, nous n'aurons plus alors ce type de comportement de certains députés au Parlement. Nous aurons des députés qui reconnaissent leur rôle et qui vont pouvoir instaurer ce dialogue permanent. Alors, nous avons encore 2 minutes, puisque nous en avons pris l'habitude, nous serons partis sans la question d'actualité. Monsieur Irénée Agossa, vous avez entendu le chef de l'État lors de ce séminaire qui faisait le bilan de la réforme de la décentralisation. À l'issue des échanges, Patrice Talon qui a lâché, et je le cite, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main, de quoi estime que ce sont ces adieux, en tout cas, à cette frange de la population. Vous, comment l'interprétez-vous, en tout cas, dans cette posture, le contexte et également la portion de phrase qu'il a sortie? Madame Tobola, vous êtes dans le pays, vous avez vu la fin des mandats dans ce pays. La fin des mandats du président Talon et surtout du dernier mandat. Et vous voyez comment les choses se passent dans le pays. C'est comme si d'ailleurs que nous sommes au début d'un mandat. Stabilité au niveau des institutions. Il n'y a pas de crise au niveau des institutions. L'autorité de l'État est respectée et bien incarnée.
Le chef de l'État est garant de la Constitution. Cette déclaration montre qu'il est toujours garant de la Constitution et il respecte la Constitution. Il respecte son peuple. Il respecte ceux qui l'ont élu, sachant que c'est son dernier mandat. Certainement qu'il va confirmer cela. Avec d'autres rencontres, au cours de d'autres rencontres, il va le faire. Il va le faire. Mais il a mis fin, au moins, à ceux qui ont pris cela pour thème de campagne, pour dire que... Il le dit un peu trop. Est-ce que cela, ça commence par... Dans un pays où les gens se prennent ça pour thème de campagne pour dire que le président ne veut pas quitter le pouvoir et qu'à chaque instant on cherche des poils aux œufs, etc., il est normal qu'il répète. Si vous allez dans le pays maintenant, les gens sont rassurés que le chef de l'État est garant de la Constitution. Le problème qui se pose dans le pays maintenant, ce n'est plus ça. C'est qui va remplacer le président Talon pour que les œuvres entamées puissent continuer. Moi, j'ai rencontré des gens partout. Tout le monde veut aujourd'hui savoir qui peut remplacer le président Talon. Or, nous avons fini avec les types de présidents où nous avons un homme qui n'est pas issu d'un parti politique qui vient au pouvoir. Le président Talon a proposé et s'est mis dans le cadre, bien sûr, des réformes pour dire, pour qu'on me remplace et que ça marche bien, nous devons être dans un esprit d'équipe. C'est une équipe désormais qui va être en place et qui va être cohérente en son sein et qui pourra valoriser n'importe qui serait choisi au sein de l'équipe. Le président Talon est venu à travers un système et on a changé, on veut changer le système aujourd'hui pour faire en sorte que l'homme providentiel ne soit plus notre objectif. L'objectif, c'est la mise en place d'une équipe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la mouvance présidentielle. Donc, quiconque qui serait choisi au niveau de la mouvance présidentielle a la capacité et aura la capacité et serait soutenu par une équipe pour que les œuvres entamées par le président Talon soient continuées. Et que nous puissions alors faire mieux encore que le président Talon pour le bien-être de nos populations. Merci à vous. Irénée Agossa, vous êtes membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Vous nous avez entretenu sur la nécessité d'un dialogue politique permanent au Parlement. Les tenants et aboutissants, vous les avez expliqués. Et pour ceux-là qui viennent de nous prendre au vol, vous avez la possibilité de retrouver cette émission sur nos plateformes numériques. Merci à vous, merci à votre équipe. Mesdames et messieurs, je vais rendre momentanément l'antenne en vous rappelant, je vous rappelle que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etelebena et sur notre application Etelebena. Dans quelques instants, mes invités vont me rejoindre pour le débat du soir. Je vous dis donc à tout à l'heure et merci pour votre fidélité à nos programmes.